Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Laurie et Clément qui avaient 0 expérience professionnelle dans les fermes. Malgré cela, ils ont réussi à bosser avec les chevaux et en ferme de grains. Salut Laurie et Clément. Salut. Comment vous allez? Ça va super. Et toi? Ça va, merci. Heureux d'être là avec toi. Oui. Donc, on s'était déjà rencontrés peu de temps après que vous soyez arrivés en Australie. Donc, on s'est rencontrés en vrai à l'apéro à Perth qu'on avait organisé. Normalement, c'était en avril 2024. Ouais, c'est ça. Vous êtes arrivés en mars. Ouais, c'est ça. On est arrivé le 20 mars et... Mi-mars, ouais. Et donc, pour commencer, je vais donc vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, et du coup, moi, c'est Laurie. J'ai 25 ans. Je viens de Perpignan. Et ça fait un moment que j'avais envie d'aller en Australie. Donc, là, je me suis dit, pourquoi pas sauter le pas. Du coup, j'ai entraîné dans ma chute Clément. C'est ça. Clément, 25 ans, qui a suivi Laurie dans l'aventure folle de partir en Australie. Et alors, tu regrettes, Clément? Non, franchement. Moi, je travaillais dans l'informatique. J'avais un poste à mon boulot informatique et puis j'ai tout lâché pour venir en Australie. C'est beau, l'amour. Ouais, c'est vraiment passer d'un travail très derrière les écrans à l'inverse, quoi, clairement. Là, tous les boulots qu'on a fait, il n'y a pas d'ordi. Pour l'instant, aucun retour. Vous attendez à ça? Oui, bien sûr. On voulait se dépenser, quoi. Ouais. Vous avez fait plusieurs jobs en Australie, durant votre année en Australie. Et vous avez commencé par bosser dans un racing stable. C'est ça. Écurie de chevaux de course. Voilà, écurie de chevaux de course. Et donc, vous avez 0 expérience avec les chevaux. Ouais, non, 0. Franchement, alors, on va pas mentir, au tout début, quand on l'a eu au téléphone, on a dit qu'on avait un tout petit peu d'expérience, juste qu'on aimait bien les animaux, on avait... Bon, moi, c'est vrai que j'ai une famille de fermiers un petit peu, du coup, j'ai un peu toujours été au contact des animaux, donc on n'a pas peur. Ça, c'est vrai que c'est quand même un pas de pas avoir peur des chevaux, parce que c'est quand même des grandes bébêtes. Mais niveau travailler avec les chevaux, on a 0 expérience. Moi, j'avais vraiment aucune expérience du tout. J'avais, je crois, jamais fait un cheval. Ah ouais? Ah ouais, c'est à ce point-là. On a dit qu'on n'avait pas peur des bêtes, surtout des grosses bêtes comme les chevaux. Et puis, vous allez venir le voir, quoi. Voilà. Et déjà, comment vous avez fait pour trouver ce travail? On l'a trouvé sur Facebook. Ouais. Ça, franchement, c'est ce qu'on recommande. Ouais, les groupes Facebook, ça marche trop bien. Allez, ouais. Alors, groupe Facebook français, tout ça, peut-être, hein. En tout cas, c'est pas là qu'on a trouvé. Ouais. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est les groupes Facebook des petits villages, des îles, avec les habitants. On a mis plusieurs photos de nous, avec des animaux en train de bosser, un petit texte explicatif, et disant qu'on cherche du job. Et puis, c'est le patron, carrément, là, des chevaux de course qui nous a contactés en disant qu'il cherchait des employés. Voilà. Il nous a appelés et en 2 jours, ça s'est fait. Ça s'est fait super rapidement. Le lundi, on a fait ça le vendredi et le lundi, on travaille. Ah oui, d'accord. Et comment s'est passé alors le premier contact? Au début, c'était un grand monsieur, donc on était un peu impressionnés, mais en fait, il est vraiment très, très gentil. C'est devenu un peu comme, on va dire, un deuxième papa. Et vraiment adorable, il met vite à l'aise les gens, ils sont très souriants. Non, franchement, c'était un bon contact. Oui, c'est stressant après, bien sûr, parce qu'on arrivait dans un truc qui était inconnu. Et première interview en anglais surtout, alors on s'est dit waouh. Mais ça va, bien passé. Votre niveau d'anglais, il était comment? Normal, moyen, bon, compréhensible. Ouais. On était normaux. On arrivait à communiquer, à faire des phrases, mais avec des vrais anglais. Parce que là, les anglais australiens... L'accent est compliqué. Ça, c'est vrai que l'accent est très compliqué.
Mais à force d'être tous les jours avec des Australiens, etc., on s'y fait. Mais c'est vrai qu'au début, on avait un petit peu du mal quand même avec des bonnes bases d'anglais. Donc, vous êtes resté dans ce racing stable pendant 2 mois et vous avez zéro expérience. Donc, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Mais tellement de choses. Donc, je dirais déjà par rapport à une journée type, ça a commencé très tôt, à 5h30 du matin. Que déjà, la première chose qu'ils nous ont appris, c'est à nourrir les chevaux. Donc, tous les matins, on devait prendre le quad et aller nourrir tous les chevaux, sachant que comme c'est des chevaux de course, tout est millimétré, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas se tromper de saut. Sinon, c'est tout un drame. Donc, premier truc à faire, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Bon, ramasser les excréments, ça, c'est pas très compliqué. Nettoyer les yards, Voilà. il fallait nettoyer le foin qui est tombé, Voilà. sur le côté. Après, il fallait repasser, donner à manger, mais avec des gros filets de foin. Il fallait préparer le foin, mettre tant grammes de foin, etc., pour chaque cheval. Ensuite, ce qu'on a appris aussi, c'est à enlever les couvertures des chevaux et les remettre ensuite quand ils étaient finis d'être douchés, etc. J'ai appris aussi, moi, à doucher des chevaux, à mettre les selles, à les sceller, à aider les cavaliers à monter sur les chevaux, et puis à les amener au walker aussi, je sais pas comment on appelle ça en français, un marcheur, ouais, un truc qui tourne pour que les chevaux s'entraînent. Non, ça ressemble à ça? Une sorte de tapis de marche, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est rond, quoi. C'est un truc rond, ouais. Voilà. Je dirais que c'est tout. Après, il fallait enlever de l'eau aussi. Et puis voilà, mais c'est déjà beaucoup. Mais après, c'est ça, du coup, ça nous a permis de les maintenir en l'aise, carrément. On a appris à les diriger. Voilà. On a eu de la chance d'avoir des bons chevaux. Et non, vous les montez pas, les chevaux, c'est pas vous. Non. Par contre, on a une amie qui était d'ailleurs française aussi, qui était cavalière, et elle qui faisait comme nous, plus qui montait les chevaux. Ouais. Ça dépend des compétences, ouais. Et en combien de temps vous êtes senti à l'aise? Parce que vous avez quand même pas mal de choses à apprendre. Il y a 50 chevaux, donc il faut déjà ça c'est chaud. lequel. Parce que eux, ils ont donc ils vont appeler, par exemple, le cheval, il s'appelle Tony, par exemple, mais ils savent direct où il est. Ouais. Donc il y avait des cages qui étaient numérotées, quoi. Et en fait, il fallait être rappelé. Déjà, je dirais qu'on a mis au moins 2 semaines à se situer dans le ranch, parce que c'était quand même grand. Ouais. Et après, franchement, je dirais qu'on a mis 1 mois à s'approprier vraiment les chevaux, l'ambiance, les gens, etc. Franchement, savoir tout ce qu'il fallait faire. Ouais. D'être vraiment parfait, je dirais 3 semaines, mois, ouais. C'était quand même un job physique. C'est le plus physique qu'on ait fait, parce que rien que ramasser les crottes, franchement, quand tu fais ça pendant 20 minutes, ça va, mais pendant 2 heures, t'as le dos et les bras en feu. Et pareil, au final, donner de la nourriture, tu dois soulever les seaux, tu dois amener les gros sacs de foin. Enfin, non, et puis tu marches tout le temps aussi. En fait, c'est un job où tu n'as pratiquement pas de pause, à part quand tu décides d'aller aux toilettes. De 6h30 à 11h, midi, ça dépendait, maximum 14h on a fait, mais c'était rare. Tu marches tout le temps. Donc, on était à genre 15 000 pas par jour au moins. Mais Ouais, du coup, en plus, c'était quand même assez physique. On se levait aussi très tôt. On avait de la chance de vivre à 8 minutes, je crois, en voiture du ranch. Ah oui. Donc, on se levait vraiment peut-être à 5h moins 10 pour commencer à 5h30. Donc, on speedait le matin, mais bon, surtout Clément qui n'est pas du tout du matin, c'était un peu compliqué. En plus, c'est en plein hiver. Du coup, pendant presque 2 heures, on travaillait dans le noir. Donc, on avait acheté des frontales. C'était un peu chiant. Mais bon, au moins, on avait le lever. Et puis, ça caillait. Ouais. C'était l'hiver, comme on y était. On avait des doudounes, quoi. On avait des leggings fourrés, des grosses bottes. Ouais, non, c'était... Et vous étiez donc dans le sud de l'Australie plutôt, alors? Le sud du Western Australia? On était, à 1 heure dans le sud de Perth. Et du coup, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce travail? Ce qu'on a aimé le plus, je dirais déjà l'expérience de ouf qu'on a appris par rapport aux chevaux, par rapport aussi au rapport qu'ont les Australiens avec les chevaux, parce que tout ce monde-là de courses de chevaux et tout, enfin en France, je sais pas si on a, peut-être qu'il y en a un petit peu, mais ici
c'est normal, quoi. Il y en a partout, les Australiens adorent ça. Donc, c'est vraiment trop cool d'en apprendre plus dessus, sachant qu'en plus, on est allé voir des vraies courses de chevaux, du coup. Après, génial. par rapport à ceux qui s'étaient entraînés, on est allé les voir en real life, et puis en coulisses et tout, et puis ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. Et puis, rien que le cadre aussi. Le cadre, même si il fait froid, même si des fois il fait nuit et tout, le cadre est top quand même. T'as des arbres partout, des chevaux partout. T'avais des chiens aussi qui étaient aux propriétaires. Enfin, le cadre était top. Le fait de travailler en plein air comme ça, c'est super. Tu respirais bien. Mais les chevaux, après aussi, c'est sympa, quoi. En fait, de travailler avec des animaux qui savent se caresser, qui sont gentils. Et puis, ça, et puis aussi les patrons. Franchement, les patrons, ils ont été super avec nous, quoi. C'est vrai. On a eu le temps qu'il nous fallait pour réussir à, on va dire, poser tout ce qui était les laisses dessus. Voilà, il fallait pas qu'on se blesse. Donc, ils sont très safety, très sécurité. Donc, très patients. Très patients. Donc, au final, c'est très rassurant, quoi. Le premier jour, très stressant, parce que du coup, on connaît pas tous les mots, tous les termes, le vocabulaire. On connaît pas comment ça va se passer. Mais non, derrière, ils sont très, très rassurants. Donc, ça, c'est un gros point positif. Là, vous travaillez seulement avec les patrons. En tout, on était 10, 15, non? Ouais, beaucoup, hein, mais il y avait des cavaliers. Sachant qu'on était 5 Français dans la team. Ah oui! Les Français, ils faisaient les mêmes missions que vous? Ouais, sauf qu'il y en avait 2 qui étaient cavalières. Et après, les autres, non. D'accord. Il y avait, parce qu'en fait, les 2 patrons, c'est 2 frères, dont un qui habite sur le ranch même. Et sa femme était carrément rideuse avant. C'est une cavalière de chevaux de course, quoi. Et du coup, là, elle les entraîne. Et après, en fait, tous les autres, je pense qu'ils étaient en tout peut-être 6 cavaliers à les monter et à chaque fois à les entraîner tous les matins. Et du coup, nous, on faisait tout ce qui était derrière, on va dire, c'est-à-dire nettoyer les chevaux et tout. Est-ce qu'il y a des courses de chevaux qui sont toute l'année, ou est-ce qu'il y a des saisons, ou il y a des périodes? Honnêtement, il me semble que c'est toute l'année, hein. Parce que toutes les semaines, en fait, il y a une course, il me semble que c'était le mercredi, jeudi et samedi, je crois. Il y a 3 courses par semaine et 1 jusqu'à 6 chevaux qui courent le même jour. Et ça roule, c'est des roulements toute l'année. Je sais que il y a des périodes de vacances pour les chevaux. De 1 ou 2 mois qui vont un petit peu plus loin dans le sud, dans des grands champs, parce que sinon ils deviennent fous. Mais en fait, il y a tellement de chevaux que ça tourne. Donc, en fait, il y a tout le temps des courses. Et oui, et vous me disiez alors qu'il y avait des périodes où il y avait besoin de plus de main-d'œuvre que d'autres périodes. En été, il fait plus chaud. Parce qu'il faut arroser apparemment tous les paddocks. D'accord. Il faut que les chevaux soient hydratés très souvent. Par rapport à l'hiver où il faut les couvrir. Oui, et en plus, du coup, on n'y a pas travaillé l'été, mais en été, ils vont carrément à la plage pour baigner les chevaux à la plage et se mettre sur les chevaux et courir à la plage et tout, ça doit être incroyable. Ouais, et du coup, on l'a pas fait. Dommage. Parler aussi de salaire. Vous touchez combien pour faire ce travail? Alors, on était au minimum, c'est-à-dire $29 de l'heure. 29,33, ouais. C'est ça. Sachant que on n'avait pas de logement non plus. Et du coup, pas de nourriture non plus, évidemment. Et ça comptait pas pour les fermes parce que le code postal n'était pas bon. Mais c'était notre premier job, du coup, c'est faire d'expérience. Voilà. On n'a pas une super expérience, oui, bien sûr, vous êtes en plein air, vous travaillez avec les chevaux. Il y a pire, quand même. C'est quand même 40 heures par semaine, pas plus. Hein. Oui, c'était pas des grosses horaires, mais ça permettait de profiter un petit peu de l'après-midi et de visiter un peu les alentours et de se reposer. Et vous faisiez combien d'heures par semaine, vous disiez? 30-50. Ouais, parce qu'on était à du 8 heures par jour, 8-9 heures par jour. Ouais. Et ce qui vous faisait combien par semaine alors? Aux alentours de 1000, hein. On n'allait pas vraiment trop. Ouais, le minimum qu'on a eu, c'était $800 la semaine. Et le maximum, parce qu'on avait vraiment fait beaucoup d'horaires, c'était 1200. Ok. Donc, en moyenne 1000, quoi. Vous logez à côté, à 8 minutes en voiture de l'écurie. Donc, c'était les fermiers qui vous proposaient cette maison? Non, du tout. C'était un house-sitting pour un chat. D'accord. On a eu la chance de garder une maison pendant 3 mois pour un chat. Ouais, en fait, nous, on a tout basé sur l'house-sitting. C'est-à-dire qu'on a trouvé plein d'house-sitting dès qu'on est arrivé. Et là, on a vu ce truc-là pendant 3 mois pour un chat.
On a dit, ben, on prend, et puis on trouvera un job autour. Et du coup, ben, on a trouvé ça. Ah mais vous avez eu grave de la chance parce que vous avez déjà trouvé votre house sitting et après vous avez trouvé votre boulot. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, bah bravo. Voilà. Ça a été hyper rapide. Ouais. Bah, après, je pense qu'on a quand même mis 2-3 semaines, je dirais, à trouver le job. Ouais. Mais ouais, on a opté pour cette stratégie de house sitting. Ça marche. Ouais, donc pour la house sitting, rappelons, c'est une inscription sur un site un peu dans le même style que Helpix. Vous vous présentez, vous mettez une photo de vous et c'est vous de contacter les personnes ou les personnes vous contactent pour garder les animaux. Il y a une description quand même à remplir de vous-même, etc. Oui, tu mets ton profil, etc. Ouais. Et puis, il y a une annonce, par contre, il faut être hyper rapide parce qu'ils ont le droit à 5 candidatures et ça va vachement vite. Donc, dès que nous, on met des alertes pour les dates et les lieux qui nous intéressent, et dès qu'on a une alerte, on clique et si ça match, on envoie un message direct, quoi, parce que sinon, 5 candidatures, c'est pas beaucoup, quoi. Et alors, vous avez gardé quel type d'animaux? Alors, des chiens, des chats, des poissons. Et pour l'instant, c'est tout. Là, bientôt, on en a pour 2 petits lapins en plus. Ouais. Pour nous, c'était, je pense, notre nouveau moyen de logement. Parce qu'on adore le principe, quoi. Puis en plus, toutes les personnes qu'on a rencontrées grâce au house sitting sont aussi extraordinaires, quoi. Ouais. Donc, oui, puis c'est pas mal. Vous avez quand même un logement qui doit être correct. Vous avez accès à tout le logement. Vous avez votre propre chambre, votre salle de bain, une cuisine. Et ils ont accès à tout. Et vous avez juste à vous occuper des animaux, quoi. C'est clairement un luxe, surtout quand tu fais un mois à vivre dans la roof tent et que tu arrives dans le house sitting, ça fait plaisir. Grave. Surtout pour un chat, quoi. Il faut à peine nous. Et en plus, il veut des caresses. Non, mais en plus, nos chats nous manquent de ouf. Donc là, moi, j'étais au paradis, quoi. D'avoir un chat. Ouais. Je comprends trop. Donc, vous êtes resté 2 mois à bosser dans l'écurie et vous avez trouvé par la suite un autre boulot qui est dans les fermes de grains et toujours avec 0 expérience. Toujours avec 0 expérience, c'est ça. C'était du coup CBH, donc ça représente tout ce qui est récolte des grains du WA, enfin de l'Australie occidentale. Et donc, c'est une énorme entreprise qui est implantée vraiment partout. C'est-à-dire qu'il y a des sites CBH, je dirais vraiment toutes les 20 minutes du moment qu'on est à la campagne, dans le bush australien, là. Toutes les 20-30 minutes, il y a un site CBH. Donc, il y a énormément de villes, enfin, on va dire des villages même, avec un site CBH. Donc, il y a vraiment un gros potentiel de bosser. Est-ce que vous savez si c'est exclusivement dans le WA ou c'est dans tous les États de l'Australie? Il me semble que c'est que WA. Comment vous avez fait pour postuler dans cette entreprise? Alors, du coup, ça, c'est des amis à nous qui avaient bossé l'année dernière qui nous en ont parlé. Et donc, ils nous ont expliqué que c'est un long processus pour s'y inscrire. Du coup, les premières préinscriptions sont en juillet. 1er juillet. Voilà, le 1er juillet, les inscriptions sont ouvertes. Donc, il faut juste se rendre sur le site de CBH et il y a tout qui est indiqué. Et donc, il faut remplir tout un tas de choses sur soi-même, des informations. Et ensuite, la candidature est traitée. En général, on a un mail, je dirais, 1 mois après, qui te dit on a pris en compte votre candidature, on vous tient au courant. Bon, c'est très long, il faut être très patient. Il ne faut pas s'affoler si on n'a pas des nouvelles tout de suite. Il faut être aussi réactif. Là, par exemple, nous, on a postulé le 1er juillet direct, on a déjà postulé. Et dès qu'on recevait les mails, on cliquait direct. Ça veut dire... Oui, parce que des fois, ils envoient un mail pour demander ce document ou ce document. Donc, c'est vrai que je pense que le fait d'être très réactif et d'être là directement, peut-être que ça joue, quoi. Et oui, ils doivent prendre les premières candidatures complètes. Voilà. Dans la logique. C'est ça. Donc, du coup, ensuite, en août, on a eu un email pour avoir une journée de présentation, d'information. Donc, on s'est rendu sur un site qui était à 1 heure de Perth, donc pas très loin, où il y avait toute une équipe de CBH et je dirais peut-être une vingtaine de personnes. Et donc, ils nous ont fait une présentation de tout le site, quoi, globalement, de chaque job. Et voilà, et c'était sympa, ça durait qu'1 heure. Et non, ça, on n'était pas payé. Non, si, c'est sûr. Si, on était payé. On a été payé pour ça.
C'était un diaporama, quoi. Ouais, vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'était le groupe. Voilà, l'histoire, etc. Mais sachant que pour cette journée de présentation, c'était même pas encore sûr à 100% qu'on était pris. Ah c'est oui, ça qui est ouf, tout le monde était c'est là. ça, ils te payent pour ça, Ouais. mais c'est toujours pas sûr que tu sois pris. Parce ouais. que après ça, tu as une autre journée d'orientation. Celle-là, elle est plus ou moins obligatoire quand même. Donc après la journée d'information, on a eu la journée d'orientation. Et entre ça, on a dû faire des formations en ligne. Et on a dû être formé en ligne, on a dû passer 7 heures. 7 heures, je pense, sur un logiciel où il nous expliquait tout ce qui était safety, comment allait être notre rôle, quels sont les rôles déjà en fait qu'on peut avoir, quoi. Ouais. Il n'y en a que deux, hein. Il y a que deux rôles possibles, hein. Soit sur le terrain ou soit ce qu'on appelle le simple shed, là où l'analyse des grains, quoi. Voilà, là où tu peux analyser les grains. Voilà. Donc en fait, ouais, il y avait des espèces de petites questions, de petits QCM et tout, mais c'était pas quelque chose qui était noté ou quelque chose qui allait compter pour ta candidature. C'était vraiment, tu lisais, tu écoutais, tu pouvais revenir en arrière et cliquer et refaire. Enfin, il fallait avoir des questions. Contrôle, quoi. Et tout ça, ça garantissait toujours pas donc votre voilà, ça devait employabilité. Toujours pas. Ouais. Exactement. Ouais, toujours pas. Et sachant que ça aussi, du coup, t'es payé 7 heures pour faire ce training en ligne. Ouais. Sauf que nous, on l'a fait en 2-3 heures, je pense, parce qu'en plus, on était 2. Donc, c'était plutôt rapide. Et une fois que tu as fait ce training, du coup, c'est à ce moment-là que tu choisis la date et le lieu de ta journée d'orientation. Du coup, nous, on a choisi de la refaire au même endroit que la journée de présentation, parce qu'on avait trouvé l'équipe sympathique et que c'était pas très loin de simplement. Donc, on l'a fait, il me semble, mi-septembre, vers le 15, quelque chose comme ça. Donc, journée d'orientation, pareil, toujours une vingtaine de potentiels employés avec 5 personnes de l'équipe. Et là, ils refont un diapo sur l'entreprise, blablabla. Ils t'expliquent plus en détail le salaire, les vêtements que tu vas devoir acheter ou qu'ils vont te donner. Enfin, ils t'expliquent vraiment tout très, très bien. Et on s'est fait tester aussi. Tu te fais tester pour la drogue et l'alcool aussi, oui. D'accord. Et puis après, tu fais un petit tour du site aussi. Comme ça, tu vas voir les silos, voilà, t'as un gars qui t'explique comment ça se passe. C'est assez rapide quand même, mais ça fait déjà un premier dégrossissement, on va dire. Et à la fin de ça, on doit dire précisément nous déjà quel rôle on veut avoir. Soit on est dans les échantillons, ou soit on est sur le terrain. Et ensuite, où est-ce qu'on veut aller, quoi. Voilà. Il y a tellement de zones, il y a des villes en particulier. Alors nous, on s'en foutait un peu. Parce qu'on savait, alors déjà, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'avait pas de logement. Donc, il y a effectivement des sites qui proposent, bien évidemment, un logement. Plus de la moitié, franchement. Ouais, c'est plus de la moitié. Donc, on a déjà spécifié qu'il nous fallait un logement. Et on a surtout dit qu'on s'en foutait clairement de quelle ville. Ce qui peut donner un peu plus de chance d'être pris, parce que du moment où tu es un électron libre et qu'on peut te placer là où on veut, ça peut être un avantage pour toi. Sachant que aussi, tu peux préciser que tu voyages avec quelqu'un, ce qu'on a fait. Du coup, ils te mettent automatiquement à 2 quelque part, ou à 3, ça dépend comment tu donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'était bien fait, ouais. C'est très organisé, franchement, c'est carré. Ouais. Mais là aussi, à la fin de ça, voilà, on savait toujours pas si on allait être pris, quoi. En plus, on a essayé de gratter, on a demandé à la matrice, on a dit, mais du coup, est-ce que c'est sûr qu'on est pris? Est-ce qu'on va avoir un email dans les prochains jours? Et elle a dit, je ne peux pas vous dire, vous aurez un email sûrement dans 2 semaines, peut-être dans 2 jours, je sais pas. Mais pour l'instant, la saison n'a toujours pas commencé, parce que c'est l'année dernière, du coup, la saison a commencé fin octobre, début novembre, ce qui est tard. Du coup, ils n'avaient vraiment aucune idée, quoi. Voilà. D'accord. Et la saison, elle est tu as dit fin octobre, début novembre, jusqu'à, en général, c'est 2 mois. Donc, grosso modo, novembre, décembre, c'est les 2 gros mois. Et après, en fonction des années, ça peut commencer un peu en octobre, des fois finir un peu en janvier. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà. En dehors de ces mois-là, il n'y a pas de possibilité de travailler dans une ferme de grains? Je pense que si. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins de postes. Donc, à mon avis, les autres postes pendant l'année, ça sera surtout grâce à des connaissances. Genre, par exemple, là, vu qu'on a déjà travaillé avec une équipe, on sait que l'année prochaine, on pourra travailler plus longtemps parce qu'on connaît l'équipe.
Parce qu'on est considéré comme ancien, quoi, on va dire. Ouais. Parce qu'on a de l'expérience et que du coup, on pourra travailler plus. Mais sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup de postes ouverts pour le reste de l'année, quoi. Il y a moins de main-d'œuvre. Ouais, je pense que le reste de l'année, c'est peut-être préparer les champs. Donc, ce serait plus cultiver, planter les graines avec des gros tracteurs. Je pense que c'est ça le reste de l'année, non? C'est ça. Avant que ça commence, il y a tout ce qui est seedings et tout, là, qu'on aimerait essayer de faire aussi. Donc là, pareil, mais le truc, c'est que ça passe pas par CBH, du coup. Ça, il faut voir avec les fermiers. Okay. Et c'est quoi le boulot? Seeding, c'est mettre les graines. Hein. Oui. Ça a commencé déjà. Je crois qu'ils sont en train de le faire. C'est avec les gros engins. Ouais. Voilà, mais je veux dire que là, ça n'a pas vraiment de lien avec CDH. C'est un lien, mais c'est pas. Oui, voilà, c'est l'inverse. Mais ça, il faut passer par des fermiers ou autre, quoi. D'accord. Ouais, parce que CBH, c'est vraiment celui qui va récupérer toutes les graines du WA, quoi. Si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui après achemine tous les grains aux gros ports comme Albany, Espérance et comment il s'appelle, Queen Anna et Perth. Et après, ça part en export, quoi. Vous avez postulé dans le WA, vous avez dit peu importe où est-ce qu'on est, nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Et même pour le boulot, vous avez dit peu importe. Et finalement, vous avez été pris. On a été pris, je pense qu'on a une réponse un mois après la journée d'orientation, donc mi-octobre. Ouais. On a eu un email de confirmation comme quoi on était pris. Et quelques jours plus tard, on a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé. Et en fait, c'était notre manageuse qui nous a appelé dans la journée, qui nous a dit est-ce que ça vous va, ça. Et on lui a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et elle nous a ajouté au groupe WhatsApp du site, où on était une dizaine, je pense. Et de là, on a encore attendu 2-3 semaines avant de commencer réellement la saison. C'est compliqué sur ça, ouais. C'est compliqué d'avoir des plans, de partir, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être appelé. Ouais. Donc on ne pouvait pas non plus, par exemple, s'engager pour des house-sitting qui duraient plus de 2 semaines, puisqu'on s'est dit, si jamais on doit partir... Ça peut être un petit stress, quoi, clairement. De ne pas trop savoir quand est-ce que vous allez commencer. Et en plus, ça a duré 3 semaines. Voilà. C'était un peu long, hein. Mais oui, c'est ça. Même si tu as un job avant et tout, tu veux pas trop t'engager, tu veux pas lâcher direct comme ça. Enfin, c'est pas évident. Et du coup, là, ils vous ont trouvé un logement? On avait un petit logement. Alors ça dépend vraiment des sites. Parce que nous, on avait un tout petit site, tout mignon. Du coup, on était dans un tout petit village de 300 habitants. Et on avait une hutte, comme une espèce de petite cabane sur pilotis, là. Ouais. Et où il y avait 2 chambres. Donc, de base, on devait être en coloc avec une autre personne, mais finalement, on était que tous les deux dans la petite maison, donc on était très contents. Ah bah oui, trop bien. On avait la petite cuisine, la petite douche. Bon, c'était pas un grand luxe, il n'y avait pas la wifi, le canapé, la télé, le machin, le bidule. Ouais. Mais voilà, c'est largement suffisant. En plus de ça, c'est gratuit, donc on était très contents. Et puis après, tu as des gros sites qui carrément logent leurs employés dans des hôtels, quoi, où tu as la bouffe comprise, où nous, on n'avait pas la bouffe comprise, du coup. Mais tu as des gros sites où c'est un truc de ouf. Les gens qui sont logés dans un hôtel, c'est peut-être les anciens. Eh bien, pas forcément. Je pense que c'est tous les employés qui sont dans le même truc. Et là, on avait d'autres potes qui étaient dans un site un peu, on va dire, moyen gros site. Et ils étaient tous dans un petit camping à côté du site. Là, on était à 3 heures de Perth. 3 heures de Perth. Elle s'appelle comment, la ville? Condinine. C'est fou parce que c'est super petit, 300 habitants. Mais dès qu'on parle de ce village, tous les Australiens, ils connaissent. Ouais, ils connaissent. Et alors, c'était très drôle parce que quand on a dit qu'on était pris à Condinine à tous les Australiens qu'on connaissait, là, nos potes, ils nous ont dit « Oh là là, Condinine, mais vous allez vous faire chier, mais c'est tout petit, mais il n'y a rien à faire, nanana. » Et puis, écoute, on a vécu les 2 mois les best de notre life. C'était trop bien, mais vraiment. Mais par rapport à quoi? Par rapport au boulot ou par rapport à ce que vous faisiez à côté? Je dirais les deux, parce qu'à côté, on ne pouvait pas faire grand-chose non plus parce qu'on travaillait 12 heures par jour. Mais la team était exceptionnelle. Et puis, presque tous les 2-3 soirs, on sortait au bar avec tout le monde. Et comme c'est un petit village, tout le monde connaissait tout le monde. Enfin, c'était juste une ambiance de ouf, quoi. Vous avez rencontré des gens qui travaillaient en dehors de l'entreprise? Ouais, carrément. Ils conduisaient, par exemple, les grosses moissonneuses batteuses. Hein. Oui. Ils conduisaient les tracteurs avec les chase deals. Hein. En fait, le truc, c'est courant. Tous les habitants et tous les gens qui étaient là, on la reste, on va dire, on les retrouvait au bar. C'est ça. En fait, c'est comme en France, quand tu as la saison estivale ou la saison du ski.
T'as tout le monde qui se Ouais, réunit tous les dans saisonniers. un parc, Ouais. quoi, et qui kiffe. Et là, c'est pareil, la saison de l'Harvest pour tous les villages de la campagne australienne, on va dire, c'est un événement. Clairement, genre, il y a soif oui, de oui. monde, il y a plein d'ambiance, ça se trouve. Mais l'avantage, c'est qu'il y avait, je trouve, beaucoup de jeunes. Ah ouais. Déjà, par rapport à notre team de CVH, là, la manageuse qui nous gérait, du coup, on devait être 10, hein, je pense. Dans la team. On était 10, et on était les plus vieux. Sachant qu'on avait 5 ans. La chef, la manageuse, elle a 24 ans. Voilà. Son copain qui était là, il avait 24 ans aussi. Puis après, ouais, du coup, ça crée une bonne ambiance. Et donc là, vous étiez avec des Australiens, des Français, il y avait d'autres nationalités aussi? Alors, dans notre team, il n'y avait que des Australiens et une Anglaise. D'accord. Et deux Français. Et donc, deux, ouais. Voilà. C'est ça. Sinon, après, que les Australiens. Ouais. Là, ça parlait australien. Ah oui, ben là, je pense que c'est grâce à ça qu'on a le plus progressé. Ben ouais, surtout qu'on était toute la journée avec eux. Après, on allait souvent au bar avec eux aussi. Donc, on n'avait pas trop le choix de parler anglais. Ouais. Donc, vous étiez logés, vous travaillez 12 heures par jour, vous travaillez 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7? 6 jours sur 7. Okay. On n'avait que les dimanches off. Pour quel poste vous avez pris? Du coup, nous, on a postulé pour RPO. En gros, c'est celui qui va accueillir les camions sur une grille qui est au sol, et qui va aider les camions à se placer, quoi. Le camionneur va descendre du camion, va décharger l'intégralité des grains qui est dans le trailer, à la remorque, et puis après, tout ça est envoyé dans des silos, quoi. Et donc, nous, en fait, notre job était juste de placer, en gros, le camion, de lui dire de s'arrêter, de lui indiquer en fait quand est-ce qu'il devait vider ou arrêter de vider, voilà. Et puis à la fin, nettoyer le camion avec un air compresseur et tout simplement lui dire de partir. Et voilà. Et concrètement, c'était ça notre job. Et du coup, FPO, ça veut dire opérateur de point de réception. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment réceptionner les camions. Donc du coup, ouais, il y avait une très bonne ambiance. Après, ce qui était vraiment dur, surtout pour moi, parce que je déteste les hautes chaleurs, c'était quand il faisait maximum, il a fait 43 degrés. Là, c'était horrible. Et le problème, c'est que tu es obligé d'avoir donc les chaussures de sécurité qui font 130 kilos et qui tiennent méga chaud, le pantalon de sécurité, le t-shirt à manches longues de sécurité, et après les lunettes, le chapeau, ça c'est normal. Ils sont full safety, quoi. Il faut absolument tout avoir sur toi. Voilà. Mais du coup, bon, après, il vaut mieux avoir ça parce que le soleil australien, c'est vrai qu'il brûle. Mais du coup, quand il fait chaud, tu transpires. Moi, je déteste ça. Donc, j'avoue qu'un jour, clairement, j'ai arrêté de travailler. Je suis partie à midi, je crois, parce que j'avais le combo parfait de la fatigue, des règles, de la chaleur. Je me suis dit, là, c'est trop pour moi. Donc, faut pas hésiter quand on n'est pas bien à se barrer, à penser à soi et à son corps. Donc, ouais, ça, c'était vraiment dur quand il faisait chaud. Clément, il craint pas trop ça. Ouais, non, mais ça va, je peux rester au soleil sans problème. Ouais, ça dépend des personnes. Et voilà. Après, l'avantage, c'est que là, contrairement au travail où on a fait là, pour l'écurie, c'est qu'on n'est pas constamment en train de bouger, de marcher. On est très souvent stable au même poste, hein, on est fixe. Et puis, il y a des moments où, en fait, on peut ne rien faire pendant 1 heure. Ça arrive. Hein. Nous, on a eu de la chance d'avoir une bonne manageuse et qui, du coup, n'était pas trop pénible avec ça. Dès qu'il faisait trop chaud, elle nous disait, allez vous mettre à l'ombre et puis ne faites rien. Quoi. En fait, ce qu'on faisait, c'est que globalement, de 5h30 à 10h midi, avant qu'il fasse trop chaud, on accueillait les camions toujours, mais quand il n'y avait pas de camion, on nettoyait le site. Donc, soit on balayait, soit on passait le souffleur. Et à partir du moment où il faisait trop chaud, donc tout l'après-midi, clairement, on allait s'asseoir tous ensemble dans le shed, l'espèce de petit cabanon là. L'abri, quoi. Voilà. En attendant et on attendait les camions à l'ombre, quoi. Parce que sinon, c'est trop, quoi, de rester toute la journée au soleil. Il faisait combien de degrés à peu près? Je dirais en moyenne, on a dû rester sur du 35. Ouais, 35. Mais souvent, ça montait jusqu'à 43. Quoi. Et heureusement, on avait des petits coups de vent dans l'été. Mais dès qu'il n'y avait pas de vent, c'était Et puis, parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand il fait trop chaud, donc au-delà de 138 degrés, et qu'il y a du vent, il y a harvest ban, donc c'est-à-dire danger de feu, ce qui fait que tout s'arrête. Les fermiers arrêtent de travailler parce que c'est dangereux pour les machines, et du coup, CBH arrête de travailler aussi.
Donc, D'accord. mais c'est que quand il y a du vent. Donc, quand il fait 43 degrés et qu'il n'y a pas de vent, ben, t'es là et t'attends. Le petit truc aussi, c'est qu'on avait tous un talkie-walkie, Oui. un two-way. Et du coup, avant en fait, que le camion arrive à notre grille, il est annoncé. Les fameuses, voilà, c'était que des filles qui étaient au sample shed, là, celles qui faisaient les échantillonnages. Et, mais du coup, c'est elles qui disaient, ben, par exemple, il y a un camion de blé qui arrive à la grille 2. Et du coup, ben, bon, au début, ça, avec l'accent australien, même entre français, je pense que si on communique, on a du mal. Mais alors, en anglais, avec les bruits des machines auto. Ah oui. Comprenez rien, mais rien. Et alors, au bout de, je dirais, 2 semaines, vu que c'est tous les jours la même chose pendant 12 heures, tu comprends ce qui arrive à ta grille. Et il n'y a pas 150 000 mots. Donc ça, tu l'assimiles vite. Mais du moment que tu as un Australien qui parle avec un Australien au talkie-walkie, ben là, c'est terminé. Là, j'ai jamais rien compris. Ouais, quand ils communiquent entre eux, c'est... Ouais, donc ça, heureusement, ils le savaient. Donc s'il y avait un truc, ils venaient nous le dire directement en face. Mais ouais, ça, c'est... Faut aussi faire, quoi. Faut pas hésiter à dire, ben, j'ai pas compris, donc viens, quoi. Ouais, parce que là, ce qu'ils vous annonçaient au talkie-walkie, c'était les grains qui arrivaient et à quel portail il fallait aller. C'est ça? Voilà, c'est ça. Sur la grille, par exemple, là, il pouvait y avoir 2 grains différents. Voilà. Donc là, par exemple, Laurie, sur la sienne, elle avait du blé et de l'orge. Ça veut dire que, par exemple, le camion qui arrive, c'est du blé, et le prochain qui arrive, ben, c'est de l'orge. Ben, il faut changer, il faut tout modifier pour que ben, les machines, après, envoient du coup différemment les grains quoi, sur d'autres silos. Okay. Donc, ouais, il faut quand même être attentif et bien comprendre ce qu'ils disent. Enfin, il y avait beaucoup de grains qui arrivaient. Enfin, il y avait de l'orge, du blé, et il y avait quoi d'autre? Ah ben, nous, on n'avait que ça. Okay. Il y avait que ça. Il y en a d'autres qui peuvent avoir de l'avoine, du canola et je sais pas. Ouais. Mais nous, on n'avait que 2 différents. Mais le truc, c'est que dans le blé, il y en a 2 différents. Il y a le maxi, donc le trop bien, et on va dire le moins bonne qualité. Et dans l'orge, pareil, il y en a 3 différents. Il y a le très bien, le moyen et le nul, quoi. Okay. La bière, voilà. le cri, ouais, c'est... Voilà, il y a 3 qualités différentes. D'accord. Ce qui fait qu'on a quand même 5 silos différents. C'est pour ça qu'il fallait. Voilà. C'était important de bien comprendre pour pouvoir diriger comme il faut le camion. Ok, je vois. Non, juste pour les avantages, ben, c'est qu'on a découvert un petit peu tout ce secteur-là. On n'arrive pas trop à comprendre comment ça se passait. Ben, déjà, l'acheminement des grains et tout ça, mais surtout comment ils étaient récoltés. Alors, on a vraiment eu de la chance, je pense, puisqu'on s'est vraiment bien entendu avec ben, à la fois les camionneurs et à la fois l'équipe, hein, la chef. La chef, surtout, avec son père qui travaillait en tant que camionneur. Donc, bon, ça a aidé un peu les choses, mais ils nous ont carrément, en plein milieu de la journée, hein, pendant qu'on travaillait. Parce qu'il n'y avait pas de camion. Il y avait pas de camion, donc c'était une journée qui faisait trop chaud, et puis voilà, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et du coup, ben, il y a carrément la chef qui nous a proposé d'aller carrément avec un des camionneurs et pour voir tout le cheminement, quoi. Okay. De savoir comment ça se passait, comment la moissonneuse-batteuse ben, récupérait tous les grains. En gros, on est allé sur le champ même, et il nous a présenté à la fermière qui était dans son tracteur et qui récoltait les grains avec l'autre fermier qui était dans sa moissonneuse-batteuse. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc on est monté dans le tracteur, dans la moissonneuse-batteuse. Et en fait, peut-être que, j'ai envie de dire, c'est peut-être un avantage des petits villages, dans le sens où ben, ils veulent tellement t'apprendre, ils veulent tellement te montrer... Parce que pour nous, c'était tout nouveau, quoi. Donc, on était excités comme des fils. Ah, moi, j'étais comme un gosse. Ah ouais, clairement. Et du coup, ils le voyaient qu'on était en folie et ils sont trop contents, quoi. Ouais, c'est trop stylé. Ils sont adorables. Franchement, sur ça, les autres... Ils sont trop gentils. Ouais, c'est ça l'avantage, comme tu dis, d'être dans un petit village et de bien vous entendre avec l'équipe. C'est que vous pouvez voir tout le déroulé du processus, quoi. Et franchement, c'est hyper intéressant. Ben, c'est ça, c'est que maintenant, on sait comment ça se passe et comment on arrive les grains jusqu'ici. Et aussi, autre avantage, c'est que ça compte pour les 88 jours. Ouais, exactement. Et ça, c'est trop cool parce que n'importe quel site CBH, n'importe où il est, ça compte pour les 88 jours. Ouais. Donc ça, et en plus, ça dure minimum 1 mois. Donc ça te valide quand même pour la première année, c'est quand même cool. Ouais. Faut que le postcode soit dans le régional Australia. Et normalement, ils y sont tous les CBH, tous les sites CBH, ils sont quoi. Ouais, d'accord. Les sites CBH. Il y en a peu qui a Perth, en fait, quand tout est autour de Perth. Et puis je me demande même pas si celui qui est à Kwinana... Je crois que celui de Kwinana, il compte aussi. Mais même si c'est à la mer, donc Kwinana, Espérance et Albany, ça compte quand même, parce que c'est CBH. Ouais, trop cool. Une autre chose qui est un gros avantage, c'est le salaire.
Mais évidemment, c'est voilà. le plus important, c'est pour ça qu'on postulait. Clairement. Du coup, on était payé $33 de l'heure. Sachant qu'après 18 heures, on est payé combien en plus? 1,5 plus, en fait, Voilà. après 18 heures. Et on est payé plus aussi les samedis et les dimanches. Bon, nous, on travaille pas le dimanche, ça nous arrivait juste 2-3 fois. Mais le samedi, il fait plaisir. Et on finissait grosso modo à 18h30. Donc, on avait toujours 30 minutes ou 1 heure payé plus. Et on travaillait 12 heures par jour, ce qui fait rapidement une semaine à 80 heures. maximum 80 heures. Ouais. 70-80 heures. Du coup, le minimum qu'on ait eu, c'était $1 500. Et le maximum, mais c'était exceptionnel parce qu'on avait travaillé le dimanche, c'était 2 600, je crois. Ah ouais, pas mal. Ouais. Donc, en moyenne, je dirais 2000. Ouais. Alors, 70 heures. En fait, il y a une seule fois où on a fait une semaine entière, où on a enchaîné en plus de dimanche. Et ouais, du coup, avec le week-end, on payait quasiment double. Ouais. Ça fait la différence. C'est la différence. Bah ouais, et l'avantage, déjà le taux horaire, il est quand même intéressant. Et en plus de ça, c'est que vous faites d'office beaucoup d'heures. Et c'est ça qui fait que vous avez quand même une belle somme à la fin de la semaine. C'est ça. Et franchement, c'est ce qu'on recherchait, clairement. Surtout quand t'es dans un petit village, souvent un petit peu perdu au milieu de nulle part, tu peux pas faire grand-chose en plus. T'as envie de bosser, quoi. Bah oui, c'est sûr. On a pas trop dépensé, c'est ça le truc. Ouais. Bah oui. Parler au bar. C'est clairement notre plus grosse dépense. C'était les bières au bar. Après, l'inconvénient aussi, c'est juste qu'il n'y avait qu'un IGA. Et du coup, c'est méga cher. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des grosses courses avant de venir. Et des fois, on allait à Perth, on faisait le plein, quoi. Et sinon, c'est cher. Ouais, c'est sûr que déjà, c'est le plus cher. Oui, ça va. Vous nous avez parlé au début de postes où c'est possible de travailler à CBH. Donc, RPO, l'accueil de camions, c'est le job que vous avez fait. Et l'année prochaine, vous souhaitez être sampleur. Est-ce qu'il faut postuler début juillet comme RPO? Tout est exactement pareil. C'est le même processus. Sauf que du coup, à la journée d'orientation, donc la dernière journée, c'est à ce moment-là que tu dis si tu veux être RPO ou sampleur. Et de là, si tu veux faire sampleur, tu dois faire une petite formation en plus. Pour la première année, il me semble que c'est sur 3 jours. Du coup, c'est ce qu'on va faire l'année prochaine. Et du moment que tu l'as déjà fait une année, ça sera qu'un jour pour les prochaines années. C'est physiquement. C'est une formation qui est physique où tu vas sur un site, tu choisis sur quel site tu veux aller. Et tu as une formatrice qui va te montrer ce qu'il faut faire. Tu as une partie en ligne et tu as une partie en présentiel. D'accord, ok. Et du coup, ça consiste à tout ce qui est, on va dire, avant l'accueil des camions. Donc, c'est-à-dire que les camions arrivent ça s'appelle le sample shed. Donc, c'est une petite cabane là où il y a les sampleurs. Et en fait, les sampleurs vont sortir et vont, avec un espèce d'aspirateur, prélever quelques grains du camion et les analyser. Donc, il y a tout un petit process à faire, les secouer, les regarder, les passer dans une petite machine, etc. Et ça va déterminer si le grain est du coup chromium ou s'il est basse qualité, quoi, on va dire. D'accord. Et c'est de là, après, qu'elle nous annonce au talkie-walkie où il va, dans quel cri il va. Ok. Et donc c'est clairement ça, en fait. C'est juste l'analyse des grains. Ouais. Et après, en fonction des sites, comme nous, c'était un petit site, elle venait aussi nous aider pour nettoyer. Et du coup, moi, l'avantage que j'ai beaucoup à travailler en tant que sampleur, c'est que toute la journée, t'es dedans, à la clim. Du coup, je n'aurais pas à subir le chaud. Donc, pour ça que vous voulez bosser, vous voulez être sampleur l'année prochaine. Mais par contre... C'est ça, donc... Mais par contre, il doit y avoir besoin de beaucoup moins de sampleurs que de RPO, non? Ouais, là, il y avait 3 sampleurs. Pour 7 RPO. Pour 7 RPO. Bon, sachant qu'il y avait 2 personnes les 2 managers qui savent faire les deux. Donc, on va dire 6 RPO pour 3 sampleurs. D'accord. Voilà. Et aussi, il y a un autre truc qu'elles doivent faire, c'est juste le camion, quand il arrive, il y a une autre cabane où tu es toute seule dans ta cabane en tant que sampleur et tu pèses le camion à l'arrivée et au départ pour juste savoir combien il a déversé de grains. Voilà, ça c'est vraiment le plus simple. D'accord, ouais, grave. Ok, cool.
franchement, ça a l'air bien. Du coup, on va tous les deux passer le training. Et moi, je pense que je vais faire Sampler à 90%, mais Clément va sûrement rester RPO. Ah ouais, moi je reste sur le Ouais. Moi j'ai kiffé. Ah ouais, t'as aimé. L'interaction avec- Ouais, t'as kiffé ton Ouais. expérience. Ouais. Moi, j'ai kiffé, mais c'est juste que la Ouais, la chaleur, chaleur, je ça t'a peux pas. tué, ouais. Ouais, moi, ça m'a ché. Et alors, de façon générale, quels conseils vous donnerez aux personnes qui ont vraiment zéro expérience avec les animaux ou dans les fermes? De ne pas s'y faire déjà. Il ne faut pas être stressé pour ça, parce que l'expérience, tu l'es ou tu ne l'es pas, tu peux l'avoir, on va dire. Les Australiens sont très accueillants, ils font très vite confiance. Donc, il ne faut pas mentir. Je dirais ne pas mentir non plus, dire que tu débutes et que tu as envie d'apprendre. Mais il faut être là, bras ouverts, pour vraiment t'apprendre n'importe quoi, conduire des tracteurs, des grosses machines, que ce soit travailler avec des animaux que tu n'as jamais travaillé. Ils sont très patients. Ouais. Vraiment, et ils sont heureux même, je dirais, d'accueillir d'accueillir des étrangers. Parce que du coup, ils t'apprennent aussi la culture, de nous, ce qu'on a ressenti. En tout cas, ils sont vraiment contents de bosser avec des Français en plus, parce qu'ils essayent d'apprendre le français et tout. Donc, il y a aussi cette interaction qui est drôle. Vrai, oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment contents. Après, je dirais qu'il ne faut pas hésiter aussi, même si des fois, il peut y avoir cette barrière de l'anglais, tant pis, quitte à écrire un message si on n'est pas à l'aise à l'oral. Mais si on se sent des fois, parce que moi, je sais qu'on a eu ce ressenti-là les premières semaines à l'écurie de chevaux de course, on avait l'impression que les Australiens, qui étaient là-bas depuis quelques années, comme nous, on était des backpackers et qu'on était là pendant très peu de temps, ils nous donnaient tous les mauvais trucs à faire, enfin, toutes les tâches dégueulasses, quoi, clairement. Et eux, ils foutaient rien. Et du coup, ils nous donnaient des ordres, ils étaient un peu hautains, certains. Enfin, ouais, comme si nous, on était en dessous, quoi, on va dire. Ouais. On avait eu ce petit ressenti quelques semaines, et du coup, on en a parlé, clairement. On est allé voir le patron, on lui a expliqué notre ressenti, on l'a expliqué ensuite aux personnes concernées. Et puis au final, le fait de parler, ça a tout arrangé. Parce qu'au final, à la fin, on s'entendait très bien avec tout le monde. Et tout le monde a arrêté de nous faire ressentir ça. Ouais. Donc, franchement, on a été contents de leur parler, juste de ne pas prendre, on va dire, nos claques et de partir parce que ça ou ça nous allait pas. Quoi. Voilà. Donc, oser de communiquer et de dire ce qui ne va pas pour faire en sorte que ça s'arrange. Et vous, dans votre cas, ça s'est arrangé. C'est ça, exactement. Surtout qu'en plus, la logique, ça aussi, c'est quelque chose. La logique australienne, je sais pas si tout le monde pense ça, mais pour moi, c'est notre logique. Hein. Vraiment, j'essaye de comprendre des fois, mais j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Parce que ce soit au niveau du management, au niveau de n'importe quoi, c'est vraiment pas la même logique que chez nous. Et du coup, au début, on prend beaucoup les choses pour soi-même. On a tendance à direct prendre les choses mal. Mais en fait, non, il faut pas. Il faut juste laisser faire. C'est juste qu'eux, ils sont beaucoup plus chill, beaucoup moins prise de tête. Donc, vraiment, pas prendre les choses à cœur et juste parler, s'exprimer. Mais ça c'est un point qui revient très souvent. La logique des Australiens, ça n'a rien à voir avec la nôtre. Et à chaque fois, ça nous perturbe. Enfin, en tant que Français, ça nous perturbe, quoi. Mais bon, on s'y fait. Ah, vraiment. C'est ça, on s'y fait. Voilà. Franchement, c'est pour les premiers mois, mais après, ça allait. Nous voilà à la fin de cette interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter le meilleur souvenir que vous avez vécu en Australie? Alors, moi, je dirais que c'est notre premier road trip avec notre petite voiture et nos amis. On est parti direction Margaret River et on a fait toute la petite côte. On a vu, je pense pour la première fois de ma vie en milieu naturel, des raies mantas. On était vraiment très proche d'elles. On était sur la plage, elles étaient là au bord. Donc c'était un petit peu magique. Et le sable était blanc, l'eau était turquoise. Enfin, c'était vraiment un petit paradis. Et puis on était bien entourés. C'était des potes du coup que je connaissais depuis longtemps, depuis 7 ans. Je les avais rencontrés en France déjà. Donc, il y avait ce sentiment de partager ça avec des super potes à moi, avec mon copain, d'être dans ce lieu paradisiaque, premier road trip. Vraiment, c'était trop bien. Voilà. Et c'était pendant 2 semaines, je crois. C'était où vous avez vu les raies mantas?
Alors, c'était à Ameling Beach, Ah oui. pas loin de Margaret. Ouais. Et franchement, tout ce coin-là est juste... Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. Ça c'était impressionnant. Les remontades qui... Ouais. Donc voilà, c'était Ouais. mon meilleur souvenir. C'est une semaine de road trip. Bah, ça fait partie de mon cœur aussi. J'espère bien. Ah ouais, c'est super. J'ai pas de souvenirs marquants. Je pense que tout le voyage a été un bon souvenir. L'accueil qu'on a eu auprès des Australiens, le travail, l'interaction. La langue, non, j'ai kiffé le pays, franchement. Si on va revenir. Mais alors là, je pense que pour les dernières semaines qu'on a passées là, ben, on a un petit peu en mode pause pour la fin. On profite un peu plus, on voyage un peu plus. Là, on est à Albanie. Ouais. Et ben, on a quelques pages paradisiaques là. Aussi, oui. Ouais, alors là, franchement, c'est un super moment. C'est un bon souvenir aussi. Sur une Oui, plage oui. avec personne. Pendant 3-5 heures, il n'y avait que nous. Et ça, j'avoue que Plage, sable blanc ou turquoise. ouais, c'est mon deuxième souvenir. Et donc, vous projetez de vous revenir une seconde année en Australie après un petit retour en France. Vous envisagez d'aller sur la côte Est? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours revenir à Perth en septembre. Ouais. Et on va retravailler pour CBH parce qu'on a vraiment c'est vrai. trop adoré la team et c'est des sous entre guillemets faciles. En plus, on connaît le job et tout, donc voilà. Enfin, moi, du coup, je vais faire simpleur, mais ça va être nouveau, mais ça va être cool. Et donc, on verra jusqu'à quand on travaille pour CBH. Et une fois qu'on aura fini de travailler pour CBH, là, je pense qu'on va faire un petit road trip avec notre 4x4, notre futur 4x4. Direction soit Melbourne, soit complètement l'opposé, Exmouth. Voilà, on ne sait pas encore, mais on aimerait visiter évidemment le reste de l'Australie. Ouais. C'est ça, après, c'est l'aventure. On peut aller tout n'importe quand, ça c'est cool. Ouais. La liberté du road trip. C'est ça, mais franchement, moi, c'est ce que je pensais, ce que je dois faire en Australie, c'est ce sentiment-là. Je vois très bien. Eh ben, merci beaucoup Laurie et Clément pour nous avoir partagé votre expérience en Australie. Est-ce que vous acceptez de donner votre Insta pour les personnes qui aimeraient vous poser des questions sur le job en écurie ou sur le job en CBH? Pas de souci. Laurie est totalement d'accord. Moi, je retourne sur Laurie. Moi, j'ai pas Instagram. Lui, il a Snapchat. Mais du coup, c'est Laurie, donc Laurie, Gin, l'origine, tiré du bas, là, tiré du 8, Travel. Travel. Super. Merci à toi. Merci à toi, ça fait un plaisir. Bah oui. Merci. C'était bien cool. Et je vous dis à bientôt et profitez bien surtout de vos dernières semaines en Australie. Oui, on va profiter à fond. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup.